Bonjour. Nous sommes ici à Marrakech et on va faire un petit tour juste au nord de Marrakech pour voir certaines choses en rapport avec la dernière secousse sismique qui a secoué le Maroc et dont on voit ici encore les répliques. Parce que là, il s'agit, nous sommes bien le 28 octobre. Et là, j'ai pris tout ce qui s'est produit le 26 octobre, c'est-à-dire avant-hier. Pendant 24 heures, on avait, c'est ce que j'ai vu ici, on a au moins 5 répliques sismiques de grande importance parce que ça dépasse même les 4, 4,2, 4, 4, 3,9. Bon, ce qui est ici est vraiment normal du côté sud. Bon, du côté sud, la plupart, bon, je vous rappelle que un petit peu l'épicentre du séisme du 8 septembre, le dernier séisme, grand séisme, qui a affecté la région, il était à ce niveau ici, un petit peu à l'ouest de Ijoukak. C'est juste Talat Niaqoub et Ril. Donc on en avait discuté ça, bien sûr, pendant des vidéos. On avait parlé des grandes failles ici qui pourraient être à l'origine. Mais ce que j'ai remarqué ici, c'est que les répliques, elles avancent de plus en plus vers le nord. Bon, on avait des répliques un petit peu qui arrivaient euh, dans la région d'Asni, Smith, Orica, etc., même à Lukeimden. Moi, j'ai vu les répliques parce que d'habitude, je cherche toujours un petit peu le, ces répliques et leur euh, épicentre, comme ça par curiosité. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué quand même que ça passe beaucoup plus vers le nord. Et là, je me suis posé la question, pourquoi on a ces répliques ici vers le nord? Voici les choses ont commencé le 26 octobre à 20h22. 16 km de votre emplacement, c'est-à-dire de Marrakech, 2,8, 42 km de votre emplacement. Bon, c'est le même séisme, je pense, qui a été enregistré par deux centres différents, IGN et MSC. Bon, on va le chercher. Puis à 21h15, c'est-à-dire 1 heure à moins 5 à peu près, au moins 7 minutes, après 22 km de votre emplacement. Et là, ça a été signalé par 37 utilisateurs, c'est-à-dire que les gens ont bien senti le séisme. Puis, euh, voilà, un autre, un autre à 21h15, 37 personnes ont senti, c'est quand même 4,2, 21 km de Marrakech. Puis là, à 21h22, 21h22, 12 km de votre emplacement, signalé par 22 utilisateurs. Attention, là, Et puis le 27, voilà, le 27, 3,9, 15 km de votre emplacement, c'est-à-dire de Marrakech. Et c'était le 27 hier matin à 4h23 minutes. Donc, c'est vraiment une série de séismes pas, pas très forts, mais quand même sensibles. Enfin, on peut, puisqu'il y a des gens qui ont senti ça. Lorsque l'on voit leur épicentre, leur point où ça se produit, on voit que c'est un petit peu au nord, c'est sous le bassin du Haouz. Regardez, c'est sous le bassin du Haouz. Et aussi au nord-est de Marrakech, juste à la sortie de Marrakech, nord-est. Et ça, c'est avant Sidi Bou Bon, on connaît la situation Sidi Bou ici.
Ben, si l'on voit ça sur la carte, on va voir que c'est quand même au nord-est de Marrakech. OK? Bon, à propos de ces applications, on peut bien sûr, on peut bien sûr les trouver sur internet, MSC, je pense. MSC, voilà. Voilà, EMSC, c'est le Centre sismologique euro-méditerranéen. Il vous donne bien sûr les derniers séismes dans le monde, pratiquement dans le monde, ici Costa Rica, Central California, Western Turkey, etc. Donc c'est le monde entier. Si vous voulez, vous pouvez toujours chercher par région ou par pays. Bon, Morocco, et je vais lancer la recherche. Voici les séismes qui sont enregistrés au Maroc. Ben, le 18-10, le 21-10, le 26. Voilà, ce sont les 4 derniers, exactement. C'est ce que j'essaie de voir. Ici, ce sont les derniers. Les derniers. Ben, ici, ça donne toujours 3,6, 3,4, 3,5, 3,3. Bah, je pense qu'il y a quand même une petite différence dans la magnitude qui leur sont attribuées à ce niveau. Tandis que les séismes, c'est bien le temps, c'est bien leur longitude et latitude. Donc là, c'est profondeur 10 km, 10 km sous le sol. Bon, ça, c'est, je pense, c'est ce qui a été donné par les autres applications. Voilà, donc là, c'est, si vous voulez savoir, bon, depuis le dernier séisme, il y en a, je sais pas, des centaines, quoi. Depuis le dernier séisme, vous savez que en cherchant le dernier séisme, le 8 septembre, nous sommes le 16 septembre ici, mais depuis le 8 septembre, c'est des multitudes de séismes. Ça, c'est des, enfin, presque 200 ou même plus. Voilà, et nous ne sommes pas encore arrivés au séisme principal. C'est pas encore, c'est la page 5, je pense. C'est pas encore. Ah, c'est pas normal. Le 9, voilà, ça c'est le 9-9. Regardez, le 9-9, 9 septembre. Et maintenant, on va le trouver, ce séisme. Bien sûr, il est rouge, en rouge. C'est 6,8. Bah, ils ont un petit peu diminué, tout est un petit peu. Peut-être c'est vrai. 6,8 au Morocco. Donc ça, c'est le terrible séisme du vendredi 8, 29, 22h11. Donc c'est 23h11 heure locale. Ici, c'est GMT. Donc 22h11, 02. Donc ça, c'était le séisme. Donc vous voyez, les secousses, il ne manque pas, puisqu'on a 5 pages depuis le séisme du 8, ou 6 pages. Bon, les longitudes, les latitudes, etc., ça varie. Bon, vous pouvez les analyser, peut-être reposer si vous voulez, ou si vous voulez faire vraiment une recherche très sérieuse. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de voir pourquoi on a ces 2 séismes ici. Voilà, je déclenche là, je désactive le frein de parking et je vais partir tout simplement.
l'avion est configuré malgré que il paraît que j'ai pas mon joystick n'est pas bien équilibré. Ça fait rien. Je vais atteindre 60 nautiques et puis je vais décoller et je vais vous montrer pourquoi. Où est-ce qu'on va partir et pourquoi. On va partir au nord de Marrakech pour chercher la raison pour laquelle on a ces deux séismes, des répliques sismiques de quand même 4 degrés Richter au nord de Marrakech parce que d'habitude, bon, je relève ici là, écoutez, je relève les flaps. Donc, je dis que, voilà, on va sortir carrément, extérieur, c'est mieux. Je vais partir au nord de Marrakech pour voir exactement pourquoi, où est-ce que ces deux points, ces épicentres qui ont été enregistrés, où est-ce qu'ils peuvent être situés et pourquoi. Voilà, et on va s'entraider aussi par des cartes, parce que là, c'est pas une chose qu'on va trouver à la surface, bien sûr, mais ça va, les études déjà faites, antérieures, je veux dire, vont nous aider bien sûr à comprendre. Voilà, nous sommes ici sur... parce qu'il y a des repères, parce que là, les bâtiments, c'est pas vraiment les bâtiments de Marrakech, vous les voyez, c'est les algorithmes de Flight Simulator qui les rendent comme ça. Mais quand même, le relief, il est là. Regardez, ce sont les deux collines de Guéliz. Et là, c'est la route qui passe à côté, bien sûr. Et on va directement vers la route qui va nous... Voilà, ça c'est la route qui va vers Casablanca, bien sûr. Ça c'est la route. Là, c'est la route qui va vers Safi. Ça c'est vers la faculté des sciences, l'avenue de Safi. Et là, c'est vers Casablanca. Bon, c'est ce qu'il nous faut. Voilà, on va se diriger vers la route vers Casablanca. Là, on reconnaît facilement le Tinsift, la rivière, la grande rivière Tinsift, le Oued Tinsift. Donc là, on va se libérer de la tour de contrôle, bien sûr. Là, on est presque à la sortie de Marrakech. Est-ce que l'on voit à droite et derrière, bon, c'est la ville de Marrakech, mais surtout, c'est la plaine du Haouz. Donc ça, c'est la plaine du Haouz. Vous avez ici le Haut Atlas que l'on avait détaillé, enfin pas détaillé, mais on l'a coupé à tort et à travers quand même pour les failles, etc. Et on a discuté ces grandes failles qui pourraient être à l'origine, bien sûr, des séismes, etc. Et surtout, elles sont à l'origine de la surrection du Haut Atlas, ça c'est sûr. Et on a discuté pas mal de choses, on a même fait des coupes le long des vallées, etc. Donc ça c'est important bien sûr à savoir, mais ce qui est important ici c'est surtout voir pourquoi et où pourraient être mis ces deux points épicentres des répliques sismiques que l'on voit ici. Pourquoi c'est bizarre d'avoir ces épicentres-là, déjà? Parce que il faut se poser la question, pourquoi c'est bizarre d'avoir des épicentres à ce niveau, des répliques sismiques à ce niveau? Parce que, tout simplement, avoir des répliques sismiques ici,
il y a bien pourquoi. C'est-à-dire, il y a des failles, des grandes failles qui ont joué dernièrement. Dernièrement en géologie, ça veut dire dans les 30 millions d'années, les derniers 30 millions d'années. C'est ça ce que ça veut dire récemment en géologie. Donc, la chaîne atlasique, c'est une chaîne jeune, c'est une chaîne récente. Elle est d'ailleurs très élevée par rapport à d'autres chaînes, et surtout par rapport à cette petite chaîne-là, que l'on appelle les djébilettes. Ici, c'est les djébilettes, c'est-à-dire les petites montagnes. En arabe, ça veut dire les petites montagnes. Jbel, c'est montagne, djébilettes, c'est petites montagnes. Donc, les petites montagnes ici sont très anciennes, sont vraiment très anciennes par rapport à ce qui est récent, le Haut Atlas. Donc, les Jbilettes, ça date un petit peu de 300 millions d'années, alors que la chaîne atlasique, on peut considérer que c'est 20 millions d'années, 15, 20, jusqu'à 30 millions d'années. Et bien sûr, ça continue peut-être à bouger jusqu'à maintenant. Ça continue à bouger, c'est sûr. Donc là, pourquoi dans un socle assez stable, qui date quand même de 300 millions d'années, va-t-on trouver des épicentres pour des répliques sismiques? C'est ça la question que je me pose. Et j'essaie de trouver la réponse. J'essaie de trouver la réponse, tout simplement, regardez, en bougeant un tout petit peu. Bon, si vous voulez savoir, ici, vous êtes sur la Palmeraie. Bon, c'est la beauté. Regardez, c'est vraiment la beauté, c'est le luxe. Vous avez des villas, des hôtels, des champs de golf partout. Bon, c'est la grande vie, quoi. Bon, là, c'est la Palmeraie, bien sûr. Et c'est tout à fait à côté d'un grand oued. Ah, il y a des risques. Il y a des risques, pas la peine d'en parler. Mais il y a quand même des risques là. D'inondation, ça c'est sûr. Sûr. Au moins pour certains. Donc là, je me dirige, je suis vraiment à la sortie de Marrakech, donc c'est pas loin, vous pouvez vous rendre compte facilement. Et à partir de là, regardez, je vois quelque chose de rouge. Et là, je vois quelque chose de rouge. Et là, bien sûr, il n'y a pas de rouge, c'est du carbonifère en général. Donc vous savez que le carbonifère ici, c'est plutôt sombre. Ce sont des terrains sombres, c'est des schistes, c'est des flysch et des schistes. Et c'est pas du tout rouge. Donc j'essaie de faire mon virage pour suivre cette direction vers le nord, au nord 10 à peu près. Voilà, regardez, nord 30 à peu près. Voilà, donc ça c'est quoi? C'est faciès rouge que je vois ici, là, là aussi. Ça commence, ça se réduit et ça se trouve uniquement ici. Ça va se trouver uniquement à ce niveau. Regardez, c'est un couloir pratiquement très serré qui va se trouver à ce niveau et pas plus. Donc ça, c'est quand même, regardez, c'est rouge. Et on a l'impression d'avoir vu ce rouge. On l'a vu, c'est du Trias. On l'avait vu, c'est du Trias. Ce sont des roches triasiques. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur du carbonifère? Regardez ici, nous sommes où? Nous sommes ici. Regardez là, ce que vous voyez là, tout à fait autour là. C'est bien ce qu'on appelle le granit de Ouled Oueslam. C'est un massif granitique, mais altéré, érodé, carrément, arénitisé, si on peut dire. Donc l'arène granitique, c'est ce qui va rester d'un granit altéré, ce sont des sables.
Donc d'ailleurs, on appelle ça Bled Armila, c'est-à-dire la région Armila, la région sable, région des sables. Donc là, c'est vraiment le granit de Ouled Ouesslam. C'est une masse granitique assez très étendue ici. C'est un petit peu, voire 20 km facilement ici. Donc là, c'est pas rien du tout. C'est, disons, une quinzaine de kilomètres quand même plus. Donc là, qu'est-ce qu'il y a tout autour? Bah, regardez, tout autour, il y a quand même des reliefs. Regardez, il y a du relief tout autour de cette masse granitique altérée. Mais pourquoi ça résiste? Ben parce que ces roches tout autour, ils ont été cuites. Ils ont subi une cuisson carrément. Ils ont subi la chaleur du magma granitique quand il était dans les profondeurs. Les roches qui se trouvaient immédiatement, bien sûr, au contact du granit ont subi une cuisson et ils sont devenus très très durs. Donc ce qu'on appelle une cornéenne. C'est une cornéenne, c'est la cornéenne de granit, c'est une ceinture tout autour de la masse granitique et qui est résistante à l'altération. Donc vous voyez qu'elle tient toujours, alors que le granit, il a subi une altération. Et ça donne un sable blanchâtre ici, bien sûr. Il n'y a pas d'oued vraiment à l'intérieur parce que toute l'eau est infiltrée directement. Les oueds qui passent ici, elles viennent de loin d'ailleurs. Et ils traversent, bien sûr, ils vont laisser certainement une partie, mais quand même ils traversent. Donc ce granit de Ouled Ouesslam, il va continuer, regardez, ça c'est la masse de la cornéenne qui va faire le tour ici. Donc nous sommes sur, et elle passe ici. La cornéenne, elle est là. Donc tout autour, c'est la cornéenne, c'est-à-dire cette masse de sédiments, parce qu'il s'agit bien de sédiments schisteux, gréseux, qui ont subi ce métamorphisme de contact. On parle de métamorphisme de contact. Donc vous avez une masse granitique, un pluton granitique, et là c'est la roche, la cornéenne, c'est un métamorphisme de contact. Donc la roche a subi un métamorphisme de contact. C'est une transformation à l'état solide de la roche. Voilà, donc ici, je vais continuer ici sur cette masse rouge. Pour vous mettre beaucoup plus au clair, et mettre plutôt les choses au clair, voilà pour que l'on soit plus clair. Regardez, ce que je suis en train de suivre, c'est ça. C'est le faciès rosâtre ici, où il y a T comme trias. Le granit rose clair, rose foncé quand même, c'est le granit de Ouled Ouesslam. Donc, granit Ouled Ouesslam, ça c'est la masse granitique. Et tout autour, vous avez la cornéenne qui est en blanc tacheté de points rouges. Donc ça c'est la cornéenne et ça c'est la masse granitique. Regardez ce que l'on est en train de suivre. On va suivre un couloir où se trouve du trias. Ce trias, il est pratiquement pris dans ce couloir. Donc ce couloir, c'est quoi? C'est une faille, certainement. Donc là, c'est une grande faille qui va traverser carrément la masse granitique, qui va même traverser les jubilettes en quelque sorte. Voici les jubilettes dans son entier, occidentale, centrale, orientale. Et donc, vous avez cette direction, ce couloir d'effondrement, si vous voulez, dans lequel s'est situé le trias, et il va être coincé et pris en sandwich, en quelque sorte. Et ça vous rappelle certainement quelque chose. On en a parlé beaucoup lorsqu'on était sur le Haut Atlas.
les grandes failles de Auricatata, etc., où le Trias il est pris en sandwich dans des formations précambriennes ou cambriennes. Bien sûr, ici, il est pris dans des formations carbonifères. Bah, ça, c'est hercynien. C'est du carbonifère. Même le granit, il est daté 300 millions d'années, 280 millions d'années, 320 millions d'années parfois. Donc entre 320 et 280 millions d'années. Donc là, le Trias, il est pris dans ce matériel et parfois il est discordant sur le matériel carbonifère, parce que là c'est du carbonifère. Regardez, vous avez un pendage ici où le Trias va se mettre en discordance sur le carbonifère. Et là, c'est la faille. Il est pris par la faille. Donc, d'un côté, il est discordant sur le carbonifère. D'un autre côté, c'est faillé. C'est bien une faille. Ça n'a rien à voir avec la discordance, bien sûr. Donc là, qu'est-ce que ça nous rappelle? Bon, ça nous rappelle toujours la même chose qu'on a vue à plusieurs reprises. Voilà, ça nous rappelle par exemple celui-ci. C'est bien le Trias qui est pris dans les précambriens, dans les blocs, entre les blocs précambriens andésitiques ici. Ça, c'est la faille de Auricatata dans la région Asni Mlil Tashdirt. Et c'est la même chose qui va se trouver dans l'Aurica stifadma. Donc, c'est la même chose qui va se trouver aussi à Ijukak. Et là, je vais vous montrer le Trias réellement sur Ijukak. Voilà, ça c'est réellement le Trias qui est discordant sur le Cambrien. Regardez, il est oblique ici et il est pris dans la faille parce que là, c'est une grande faille qui va passer ici. On l'avait discuté. Ça, c'est après le séisme, c'est Talat Niaqoub. C'est pratiquement la zone qui a subi de grands dommages, bien sûr. Vous voyez les tentes installé par les militaires après le séisme. Le camp ici installé toujours par les militaires et les maisons détruites de Talat Niaqoub à ce niveau. Et vous voyez le Trias, là ce sont les bancs triasiques rouges adossés et qui sont discordants sur le Cambrien gris que vous voyez ici. Donc ça c'est le Cambrien gris et ça c'est le Trias. Discordant, bien sûr, vous avez un pendage vers nous, ici, c'est oblique, bien sûr, puisque vous voyez les couches là, voilà les couches, et ça veut dire qu'elles sont parallèles, au moins, enfin, elles sont obliques, et donc vous avez une surface de discordance à ce niveau, et la série continue vers la droite, comme ça. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est pris de la même manière en sandwich, donc grossièrement en sandwich. On en avait parlé quand on a parlé de la faille Ijukak, Imlil, Auricatata. C'est la même faille avec une grande extension. Ok, donc ça c'est quelque chose que l'on va voir, regarder. Ben ici, ce qui est important, enfin ce qui est différent ici, c'est que l'on n'a pas de relief et que le terrain est assez plat. Ça c'est différent bien sûr de ce que l'on vient de voir dans le Haut-Atlas, parce que dans le Haut-Atlas, il y a bien du contraste. Donc les terrains sont très différents du point de vue couleur et il y a aussi de l'altitude. Donc les choses sont beaucoup plus structurées et surtout visibles. Tandis que là, ce que l'on va voir, c'est du Trias rouge, à peine visible, faut bien le dire, à peine visible. Regardez, c'est pas très très convaincant, mais ça c'est du Trias. Ça c'est du Trias, bien sûr. C'est bien le Trias que l'on voit et que l'on va suivre ici jusqu'à sa fin. Et on va voir même que ce Trias contient aussi des basaltes.
Donc là, c'est pas seulement le trias, mais aussi les basaltes. Bon, d'un côté, on va trouver on l'a déjà montré, mais d'un côté, il est discordant, le côté droit est discordant sur le trias, sur le carbonifère. De l'autre côté, gauche, c'est plutôt une faille. Donc c'est ce que l'on va voir. Bon, on va laisser l'avion aller dans ce sens. Sur la carte, donc on est à peu près là. Voilà, sur la carte, on voit la discordance ici du trias du côté droit, côté est, et puis la faille sous forme d'un filon à ce niveau. Il y a même des basaltes au centre ici. B, T, c'est les basaltes triasiques. Donc là, c'est un filon plomb zinc, ben, c'est un filon quand même quartzeux. Voilà, on est toujours sur la trace du... Regardez, il y a du rouge là. Là, du rouge. Voilà, donc là, on arrive, ça c'est la cornéenne, bien sûr. Regardez, ça c'est la cornéenne du granit. Regardez, la cornéenne, c'est bien un relief très solide, très dur. Ah, lorsque vous tapez au marteau, bon, ça donne un son aigu. Ça veut dire que c'est très très dur, bien sûr. Donc ça c'est la cornéenne. Et là, c'est encore du trias rouge. Voilà, ça c'est du trias rouge à ce niveau. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes ici sur un socle très ancien, bien sûr. Là, c'est un socle très ancien, ça c'est un granit hercynien. Là, c'est de la cornéenne et des schistes et des flysch carbonifères, bien sûr. Et là, c'est triasique, et ça, c'est sédimenté à ce niveau. Et là, c'est-à-dire que vous avez une grande faille ici qui s'est manifestée pendant le Trias, parce que quand même pendant le Trias, elle était une faille sédimentaire, puisqu'elle permettait au Trias de se déposer à ce niveau. Mais après, c'est une faille qui a écrasé carrément le Trias à ce niveau. Donc elle a fini par écraser ce qui restait du Trias à ce niveau. Donc c'est une faille qui a fonctionné pendant le Trias, qui a fonctionné aussi après le Trias, qui a fonctionné pendant l'orogénèse atlasique aussi. Et ça c'est important parce que c'est une faille qui a fonctionné, qui est toujours vivante. C'est ça ce que je veux dire. Elle vit ici, elle est encore vivante, elle est toujours active. Et lorsque l'on va voir cette faille, regardez, sur la carte structurale du Maroc, regardez, ça c'était le Trias. Et là, c'est la faille. Ça, c'est le granit de Ouled Ouesslam, là, avec sa cornéenne, etc., tout autour. Et voici la faille. Et cette faille, elle est très active, elle est très évidente. Géologiquement parlant, elle est évidente ici. Elle n'apparaît pas beaucoup sur le terrain, mais elle est évidente parce qu'elle va passer sous Marrakech, certainement. Elle va rejoindre dans sa si on peut la projeter vers le sud, elle va donc Azgur, Amzmiz, et elle va suivre la vallée de Amzmiz à ce niveau. Donc la vallée de Amzmiz, elle va
suivre la vallée d'Amzmiz, donc ça va rejoindre la région de Azgur et la faille de ce qu'on appelle la faille de Médinette ici. Donc vous avez la faille de Médinette là, et cette grande faille, donc je sais pas, il y a quelqu'un, enfin on appelle la faille de Sidi Boubacar, je pense. Donc cette grande faille, elle passe certainement sous Marrakech, elle va rejoindre la faille d'Amzmiz. Donc ça c'est presque sûr, c'est presque sûr. Donc elle est parce qu'elle est ancienne, parce qu'elle a fonctionné pendant le Trias, parce qu'elle fonctionne toujours et parce que, voilà, et parce qu'elle est là. Regardez, parce qu'elle est là. Le M4, M4, les deux répliques ici sont certainement dues à cette faille, bien sûr. Parce que par ailleurs, c'est quand même un massif très ancien, très stable. euh, Très stable, mais là, c'est bien notre faille qui est responsable de ces... Elle bouge encore. Elle est déstabilisée plus ou moins par le grand séisme qui vient de se produire le 8 septembre. Et elle se rééquilibre, le terrain se rééquilibre, les poids, disons les poids lithostatiques des blocs se rééquilibrent et reprennent un petit peu leur forme d'équilibre. Donc c'est pour ça que l'on a ces répliques sismiques, bien sûr, qui durent, qui ont duré au moins, ça fait presque 2 mois quand même. Bah, c'est pas toujours, parce que bah, si vous voyez qu'est-ce qu'il y a maintenant, il n'y a rien. Bon, aujourd'hui, il n'y a rien. Mais quand même, de temps en temps, il y a un séisme. Donc là, je vais finir par passer déjà sur ce trias. Là, regardez, bon, on va voir le filant là. À gauche, il y a un filant ici. C'est ce que je veux dire. Là, c'est rouge, bien sûr, c'est vraiment du rouge. Il y a même des basaltes ici. Voilà. Et si l'on utilise la... C'est d'utiliser le drone, là. C'est possible. Bon, là, c'est haut. Là, c'est bas. Bon, bien sûr, on va passer vers le haut. Je vais vers le... Regardez, je vais vers le filant ici. Voilà, c'est là où il y a le filant quartzeux. Ça, c'est le filant quartzeux que je peux suivre. C'est du côté de la faille, ici. Bon, bien sûr, on ne peut pas aller plus loin. Mais vous pouvez bien sûr faire un petit tour autour du village, là, pour voir le rouge. Parce que le trias, il va s'arrêter à ce niveau, donc il ne va pas très loin. Là, c'est à haute. Tout ça, c'est bien du trias rouge. J'ai vu des... Voilà, donc on peut se retourner à notre avion. Voilà le filant.
Le filon vu de dessus, bien sûr, ici, ce qui est plus correct quand même. Voilà, c'est un filon quartzeux, mais contient des minéralisations. Voilà, donc là, c'est toujours le Trias. Et là, c'est unique. Pourquoi pourquoi on insiste? Parce que c'est unique, cette incursion du Trias à l'intérieur du massif de Jbilat, c'est unique. C'est vraiment unique. Il n'y a en aucun moment vous avez trouvé du Trias qui va être installé sur du Carbonifère ici. Bah, du côté oriental, bien sûr, il y a une discordance du Westphalo-Permien sur sur le Carbonifère, ça c'est même sur l'Ordovicien. Mais ça, c'est bien une discordance. Mais là, c'est pas, c'est pas du tout. Voilà, on voit ici cette incursion, cette grande faille. Donc, c'est bien une faille qui prend le Trias en sandwich de la même manière que l'on avait vu ça dans les failles du Haut Atlas. Voilà ce que je voulais dire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une faille qui fonctionne encore. Et la preuve, c'est qu'elle donne des répliques sismiques après le grand séisme du 8 septembre, bien sûr. Voilà. Donc là, je pense que ça peut nous donner des idées sur ce qu'il y a dans le sous-sol, bien sûr. Dans le sous-sol. Et cette faille, elle est aussi dangereuse parce qu'elle passe sous Marrakech. Et si je vais suivre cette direction, nord, disons nord 30 à peu près, eh ben, je vais passer à Mzmiz et je vais trouver la faille. Regardez, je suis ici. Si je vais suivre cette direction, regardez, je vais passer directement vers Hamsmith, à la faille qui va rejoindre Hamsmith vers R12, bien sûr, Jbel R12. Et là, la faille d'Azgour, quoi. Qui va rejoindre aussi les perpendiculaires, plus ou moins, à la faille de Médinat ici. Quand on a parlé de la faille de Moulay Ibrahim, on a parlé des grandes failles de Sidi Fers, la faille de Lukaimden, la faille de Ijoukak, Emilil, Urikatadert, etc. Donc ça, c'est une faille assez... elle n'a pas la même direction. Les autres, c'était des failles nord 70, ici c'est quand même nord 20 ou nord 30. D'accord? Voilà. Donc je vais vous dire merci, au revoir et bonne journée.